On entend très souvent les intellectuels du continent et d'ailleurs, les touristes et les journalistes affirmer et confirmer la grande différence qui existe aujourd'hui entre les pays francophones et anglophones d'Afrique subsaharienne. Que les pays d'Afrique anglophone sont plus évolués que ceux d'Afrique francophone. Mais posons-nous les bonnes questions. N'est-ce pas vrai? Est-ce que ce n'est pas vrai? Les données actuelles montrent bien que les pays d'Afrique francophone pèsent 19% du produit intérieur brut moyen, enfin, permettez la répétition, de l'Afrique subsaharienne, quand les anglophones en représentent 47%. Et ça, c'est sans compter l'Afrique du Sud. Comme si cela ne suffisait pas, la première puissance économique d'Afrique est une nation anglophone. Il s'agit du Nigeria. La première puissance industrielle, y compris, est une nation anglophone, l'Afrique du Sud. Que dire du Rwanda, sans doute l'exemple le plus concret? La solution en Afrique subsaharienne est le système longophone. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette émission Afrique et Jeunesse. Je reçois aujourd'hui deux invités. D'abord, Lewis Bungu Ngakomo, il est ingénieur civil des mines, chercheur en histoire et en philosophie africaine. Lui, c'est un habitué de ce plateau. Ici, on ne le présente plus. Bonsoir et bienvenue Lewis. Bonsoir monsieur Franchard. Vous allez bien? Oui, ça va, merci. Super, merci d'être là en tout cas. C'est moi qui vous remercie. Un autre invité ici présent, c'est Jules Fleury Dipangoyi. Lui, il est juriste, coach en développement intégral. Il est également entrepreneur. Il est déjà aussi passé ici, mais le plateau avait une toute autre forme. Bonsoir et bienvenue Jules Fleury. Bonsoir. Vous allez bien, en forme? Très bien. Ah, super. Mesdames, messieurs, bonsoir. Entre le système, j'aimerais planter le décor, entre le système anglophone et francophone, je vais commencer par Lewis Bungu Ngakomo. Je prends la passe, pas de problème. Voilà, vous serez le premier à vous jeter à l'eau. Non, mais déjà que vous avez dit que je suis habitué du plateau, donc voilà. Je prends la passe. Voilà, donc, lequel, entre le système anglophone et le système francophone, lequel des deux regorge de plus d'avantages selon vous? Bon, en tout cas, merci de m'avoir accordé la parole et merci surtout d'avoir commencé par moi. Je vois que vous commencez par une question qui est très difficile, mais après, on va essayer de la simplifier pour la rendre accessible à tous. Alors, vous avez cité en introduction beaucoup de critères que vous avez pris en compte, notamment l'économie, l'industrialisation, ainsi de suite, qui font que les pays francophones soient en retard par rapport aux pays anglophones. J'ai parlé du cas du Nigeria, le cas de l'Afrique du Sud, qui sont des cas palpables que tout le monde peut vérifier et ça fait l'objet d'aucun débat. Les réalités apparentes montrent Tout que est clair en fait. Les pays anglophones sont un peu en avance par rapport aux pays francophones. Je parle de l'apparence, mais sinon, en réalité, je pense que tous les pays, qu'ils soient africains francophones, lusophones, anglophones, sont plus ou moins dans la même situation. Et au fur et à mesure qu'on va développer le sujet, on pourra montrer les points communs et certains points de divergence. D'accord. Maintenant, je pense que je vais maintenant me tourner vers monsieur Jules Fleury qui également va nous donner les avantages selon lui. C'est-à-dire lequel des deux, monsieur Jules Fleury, regorge de plus d'avantages entre le système anglophone et le système francophone. Bien, mais merci. Comme l'a dit M. Lewis, on va certainement, au fur et à mesure, développer le sujet de long en large. Mais pour planter le décor, je ne vais pas tout de suite me prononcer dans l'optique de préférence. Parce que... Non, je voudrais pas ici que vous puissiez vous lancer dans cette optique de préférence. Oui. Mais comme a dit Lewis tout à l'heure,
les réalités sont apparentes. Quand c'est ce système qui a plus d'avantages que l'autre, on ne va pas le cacher ici. Non, mais on va dire simplement la vérité. Moi, je me dis que tout ça, c'est relatif. Il a dit c'est relatif. Pourquoi? Parce que lorsque vous parlez du système anglophone et du système francophone, bon, à l'heure actuelle, on dit que le monde est un village planétaire. Planétaire, oui. Et quand vous êtes vous postulez pour les institutions internationales, on vous dit que vous devez parler au moins 3 langues. Ouais. Et les 3 langues, lorsque vous comptez, il y a l'anglais, le français et une autre. Ouais. Mais là, nous parlons du français et de l'anglais. Ouais. D'où je me dis, bon, préférer... Mais ce qui est vrai, vous allez me contredire à tout moment, l'anglais aujourd'hui, sauf si je me trompe, la deuxième langue la plus parlée au monde, et c'est la langue du commerce aujourd'hui, la langue de la diplomatie. Oui. Donc, je ne vais pas conclure, mais c'est pour dire que l'anglais aujourd'hui devient plus important que le français. Oui, tout ça, c'est ce que j'ai dit, que c'est relatif. On peut relativiser ça. Parce que l'anglais, sur le plan commercial, a un peu plus d'avance. Oui. Apparemment, comme l'a dit... apparemment. Oui, apparemment. Vous mettez les gants, là, vous mettez les gants. Non, vous savez, non, je ne mets pas les gants. Seulement, ce sont des conceptions humaines. Oui. Des conceptions humaines. Et l'Américain qui parle anglais ne voudrait pas que le français lui dise que l'anglais est inférieur par rapport à le français plutôt est supérieur par rapport à l'anglais. Oui, mais c'est pas moi qui le dis, hein. L'anglais, la deuxième langue la plus parlée au monde, c'est pas moi qui l'invente, hein. Oui, mais c'est ce que nous sommes en train de vouloir... c'est comme pour dire que l'anglais est plus important que le français. Oui, mais qui l'a dit? C'est lui qui a établi les critères de supériorité entre les langues. Oui. C'est simplement quelqu'un ou un groupe de personnes qui ont pensé que leur langue doit primer, doit avoir la suprématie sur les autres. Mais les critères, qui les a établis, ces critères-là? C'est sans eux. Ce sont des institutions internationales reconnues. Oui, mais sur quelle base? Bon, là n'est pas le débat, mais c'est plutôt je vais revenir donc sur le sujet qui nous réunit. Bon, s'il m'était donné de dire un mot en 1 minute, je pense que je prendrais le français. Parce que je ne l'ai pas choisi, mais c'est une langue que je ne pourrais pas aussi troquer. Parce que c'est la langue, je suis né là-dedans et je suis dans un pays francophone. Mais je trouve que à côté du français, je pourrais associer d'autres langues. Ouais. Bon, il faut également clarifier qu'ici le débat, ce n'est pas tant la comparaison entre la langue française et la langue anglaise. Oui. C'est plutôt les systèmes qu'on est en train de comparer et les avantages qu'il y a dans les deux systèmes. Ce que vous pouvez toujours me contredire. De ce que je constate, c'est que quand vous allez au Nigeria, par exemple, vous voyez, prenons que le Nigeria pour ne pas prendre l'Afrique du Sud, vous voyez rien que les infrastructures, que ce soit les infrastructures routières, les hôpitaux, tout le reste, la façon dont fonctionnent les économies, les entreprises, la façon dont on gère les entreprises au Nigeria et autres, quand vous faites la comparaison avec quelques pays francophones, vous vous rendez compte que effectivement le Nigeria est plus évolué que plusieurs pays anglophones ici en Afrique sont plus évolués. Pardon? Plusieurs pays francophones. Francophones, j'allais dire. Que les pays anglophones sont aujourd'hui plus évolués que les pays francophones. Je n'ai pas menti, Lewis Bongo. Non, enfin, effectivement, c'est là où j'ai parlé de l'apparence de progrès par rapport aux autres. J'aimerais qu'on touche un peu le problème. Oui, effectivement. Pour toucher au problème, moi, je ferais une proposition, qu'on reparte un peu à l'histoire pour voir comment est-ce qu'on est arrivé là. Donc, ça va nous aider, il n'y a pas de problème. Alors, au départ, il n'y avait pas une Afrique francophone. Il n'y avait pas non plus une Afrique lusophone. Il n'y avait pas une Afrique arabophone, anglophone, francophone, tout ce que vous voulez. L'Afrique parlait une langue, beaucoup de petites différences, mais
les peuples qui dominaient l'Afrique étaient plus des Bantous. Donc, s'il faut parler de faune, peut-être qu'ils parlaient une langue bantouphone. On ne sait jamais. Donc, c'était en fait, chaque peuple avait sa langue. À quel moment on arrive à faire la différence des langues francophones, anglophones, ainsi de suite? C'est à partir du 19e siècle, donc notamment juste après la fameuse conférence de Berlin, qui décide finalement de séparer l'Afrique pour les Anglais, pour les Italiens, pour les Français et pour tous les autres qui avaient participé à cette conférence de Berlin. Oui. Et une fois qu'on a séparé l'Afrique avec tous les problèmes qu'on a aujourd'hui, certains se sont retrouvés du côté des Français. Voilà pourquoi mon frère ici en face se réclame qu'il est francophone. Il est né dedans. Il appartient à ce système. Il appartient à ce système. Et à côté, on va voir celui qui est par exemple en Guinée équatoriale se revendiquer Spanish ou voilà. Mais pourquoi on est arrivé à ce point-là? Parce qu'à côté, les forces dominatrices de l'époque ont pris des quartiers généraux. Il faut dire que le Congo-Brazzaville, c'est le quartier général, par exemple, de la France. Le Congo-Kinshasa, c'est le quartier général de la Belgique et l'Angola à côté. Donc les royaumes ont été divisés, les groupes ont été séparés, d'où on trouve quelquefois des clans qui se trouvent sur deux frontières entre deux pays, selon que l'un appartient au système anglophone et l'autre appartient au système francophone. C'est le cas, par exemple, du Bénin et du Nigeria. À la frontière, vous allez avoir les mêmes peuples qui sont Yoruba ici et Yoruba là-bas, qui parlent la même langue Yoruba, mais qui ne peuvent plus communiquer directement. Ils doivent chercher soit un intermédiaire à côté pour parler. Comment ces langues sont arrivées à prendre le quotidien des Africains? C'est parce que ces langues, en fait, les colons qui sont arrivés ou les dominateurs qui sont arrivés hier ont pensé développer ces langues-là par des relations commerciales. Et en établissant les relations commerciales, il devenait quasiment impossible aux peuples qui habitaient les localités sous la domination de pratiquer leur langue d'origine. C'était une vraie barrière. C'était comme une contrainte, comme une obligation maintenant de faire référence à la langue commerciale qui leur était imposée par la force qui les dominait. Du coup, on est passé au français pour nous, au Congo-Brazzaville, et les autres au Nigeria sont passés au système anglophone. Après les séries de décolonisation, il y a des clans qui se sont formés. Nous, on s'est retrouvés, par exemple, dans le clan du CFA. Certains pays de l'Afrique francophone, par exemple, et les autres sont rentrés dans ce qu'on appelle communément, je pense, le Commonwealth. Et après, il y a eu des histoires de monnaie et il y a eu aussi l'héritage des systèmes éducatifs. Donc, à partir de l'héritage du système éducatif, ça a eu de l'influence sur le développement. C'est là où tout a commencé, en fait. Voilà. Donc, vous parlez bien qu'il y a des pays anglophones qui semblent aller plus en avant par rapport aux pays francophones. Peut-être parce qu'en Afrique, il y a plus de pays anglophones que les pays francophones. C'est une idée à ne pas écarter. Peut-être aussi parce que quand on fait la somme des pays anglophones, leur puissance démographique est plus importante que les pays francophones. Peut-être aussi parce que le franc CFA dans la plupart des pays francophones les empêche d'avancer. Ça, c'est un point. Mais je ne veux pas peut-être aborder la question du CFA à cause du fait qu'il y a quelqu'un qui m'avait dit « Ah mais tiens, la Guinée-Conakry n'est pas dans le CFA depuis 1958. Sont-ils différents des pays voisins qui sont dans le CFA ?» Tu vois que c'est... On s'interroge aussi. Ouais, il faut qu'on s'interroge, il faut regarder tous ces... Même s'il y a les voisins de la RDC aussi qui ne sont pas dans le franc CFA. Mais à côté aussi, il y a des pays comme le Ghana qui a CCD, qui est différent, il n'est pas dans le dollar, ainsi de suite. Mais il semble mieux se comporter.
Donc, il y a le pour et le contre dans tous les systèmes. Je préfère la question du CFA, je préfère laisser les économistes écarter cette hypothèse. Voilà. Moi, en tant qu'historien, je peux savoir l'origine, je peux montrer les limites, mais je ne peux pas rentrer dans les détails comme un économiste le ferait. C'est ça, en fait. Donc, il y a peut-être la question industrielle, et puis il y a aussi les questions des systèmes économiques que nous avons hérité de la colonisation. Je prends le cas, par exemple, de la Côte d'Ivoire, qui a hérité de la colonisation un système agraire qui était déjà bien posé, et le pays ivoirien semble mieux se comporter que certains pays francophones. Donc il y a beaucoup de critères en fait. Moi je pense que le développement c'est pas seulement lié au fait que les uns utilisent une langue et les autres non, mais c'est plutôt voir au cas par cas par rapport à l'héritage colonial, côté linguistique, côté économique, côté industriel et côté facilité commerciale et diplomatique. Alors, Monsieur Fleury, qu'est-ce qui, selon vous, pourrait expliquer l'évolution des pays anglophones, je parle d'Afrique subsaharienne, par rapport aux pays francophones? Bien, mais écoutez, l'évolution, je vais de temps en temps revenir sur l'expression ou le mot apparence. Oui. C'est lui qui a planté le décor. Non, mais apparence, c'est vrai, mais pourtant, quand on voit la réalité, c'est celle-là. Bon, vous dites la réalité, mais pour moi, vous avez bien fait de dire que je suis, c'est vrai, juriste, mais je vais beaucoup plus m'appuyer sur le côté coaching. Coaching, oui, okay. Le côté coach. Okay. Je suis coach. Et en tant que coach, moi, je vais plus entrer dans la tête. D'accord. Que de rester dans les yeux. Dans les yeux. J'aimerais également qu'on perce beaucoup plus la réalité. Qu'on ne reste pas sur dans la tête. Oui. Dans la tête et non les yeux. D'accord. C'est pour cette raison que j'ai parlé de l'apparence. Parce que l'apparence, c'est visuel. Voilà, c'est l'œil qui voit. Les sens nous trompent, en fait. Voilà. Mais qu'est-ce qu'il y a au-dedans? Au-dedans. Et c'est pour cette raison que je suis d'accord lorsqu'il évoque, il prend l'exemple de la Guinée et de la RDC. Qui n'utilise pas, ce n'est pas pour revenir sur le franc CFA, on va tout de suite s'écarter de ce sujet-là, mais la RDC et les autres qui n'utilisent pas le franc CFA, comme nous... Mais qui pourtant sont dans la même situation. Peut-être pire. Peut-être même pire. Alors, là, je dis que le problème est dans la tête. D'où le système francophone, on va aller un peu plus loin, et c'est l'Afrique. Nous avons un pays phare aujourd'hui, qui est le Liban, qui a 3 langues nationales et officielles, j'allais dire. Le français, le Rwanda, l'anglais, 4 aujourd'hui. Voilà, l'anglais et l'arabe. Mais nous sommes en train d'assister à une sorte de néocolonialisation par nos frères libanais, qui utilisent la même langue que nous, qui utilisent un peu plus que nous, donc l'arabe et l'anglais. En même temps, le français, qui ont été colonisés par les Français comme nous. Ils nous ont colonisés. Mais est-ce qu'ils se sont agrippés au fait qu'ils ont hérité de leurs colons la langue française qui serait porteuse de certaines... de certains virus, entre guillemets, on va dire virus comment vous le dire, hein, un virus qui consiste à ne pas percer le développement, à ne pas percer, le développement sur le plan économique, sur le plan infrastructurel, sur le plan, je ne sais, vous voyez. D'où je reviens sur le fait que le problème se situe au niveau de la tête. Si vous et moi aujourd'hui sommes jeunes, nous pensons que le français, c'est le colon, c'est l'histoire. On ne va plus refaire l'histoire, on ne va plus réécrire l'histoire, c'est fini. Nous avons hérité de cette langue, disons que ceux qui nous ont dit avant que cette langue était l'origine, à la base même de nos souffrances, ok, est-ce qu'on ne peut pas tourner cette page
pour dire, d'accord, nous avons au moins une langue qui nous permet, là, nous exprimons en français. Mais le Rwanda a tourné une page. Si on peut prendre l'exemple du Rwanda. Oui. Le Rwanda aujourd'hui a tourné une page. Tourner la page dans le sens de peut-être pas écarter totalement l'anglais, mais pour dire aujourd'hui on intègre plutôt le français, pour dire on intègre le Commonwealth, on devient une nation anglophone. Et aujourd'hui, vous voyez les résultats. C'est quoi le résultat? Le résultat, c'est aller dans le sens du développement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a, si vous faites rien que le bilan, des années 94 où ils ont vécu le génocide, ils ont avancé, les années où ils étaient francophones, et faites la comparaison aujourd'hui, depuis qu'ils sont anglophones, calculez, comptez les entreprises, comptez le nombre d'entrepreneurs. Regardez, c'est vous qui parlez de mentalité de l'intérieur. Oui. Regardez la mentalité, c'est notre mentalité. Le Rwanda est en train de s'industrialiser aujourd'hui, chose que plusieurs pays francophones, je ne dis pas que tous les pays francophones sont comme ça, mais plusieurs pays francophones ne font pas. Le Rwanda s'industrialise. Et vous savez, ici, quand on parle du développement aujourd'hui, vous connaissez l'importance de l'industrialisation dans le développement. Le Rwanda a ça aujourd'hui. Ça, on ne va pas lui interdire. Les téléphones, smartphones sont aujourd'hui en train d'être fabriqués au Rwanda. C'est pas moi qui l'invente. C'est un développement ou pas? Bon, si on s'arrête là pour dire que c'est ça le développement, on va faire... Est-ce que l'industrialisation, c'est pas marquer plusieurs pas vers le développement? Nous sommes au XXIe siècle. Et la caractéristique de ce siècle, c'est l'information qui circule très rapidement sur les réseaux sociaux. Oui. Et moi, quand je regarde sur les réseaux sociaux, notamment sur Facebook, lorsqu'on fait la publicité sur le Rwanda, je vois beaucoup plus les infrastructures. Ça, je dis bien beaucoup plus. C'est une bonne chose. Oui. Mais s'il vous plaît, si on s'arrête là, nous avons... J'ai parlé des industries tout à l'heure. Oui, des industries. Nous avons aujourd'hui dans notre pays, c'est vrai que, moi, on n'est pas, je faut traiter mon co-débatteur, je n'ai pas des prétentions politiques. Jusque-là. Jusque-là. Ah, jusque-là. Oui, okay. Jusque-là. Okay. Mais si l'on parle, on fait une comparaison entre ce que fait le Rwanda aujourd'hui, en construisant des routes, en construisant des écoles, ainsi de suite. Et ce que nous avions vécu avant la crise, je ne sais pas ce que les autres, les voisins, étaient en train de penser de nous. Est-ce que nous étions en train de nous développer ou pas? Lorsqu'on a appris que le Congo a vaincu le Mayombe, si c'est le voisin, le Rwanda, si c'est la RDC, si c'est la Guinée, je ne sais pas ce qu'ils ont pensé de nous. C'est un grand exploit. Ah, c'est ce que nous faisons. Mais dans le fond, vous semblez dire que ce n'est pas ça. Donc, si on se base sur le fait qu'on est en train de construire les R+, et que c'est parce qu'on a changé de langue ou on a adopté un nouveau système linguistique, on risque de passer à côté. Ah bon? Je vous assure, on risque de passer à côté. Si l'on peut faire avec les langues, c'est tant mieux, mais faire beaucoup plus avec la tête, c'est-à-dire dire à sa tête, dire à la communauté. Comparer aussi le produit intérieur brut. Bien entendu. Mais ce produit-là... Vous avez essayé de comparer le produit intérieur brut du Rwanda, des pays anglophones? Oh, mais c'est à côté, non? Nous allons tous. Mais les statistiques, je les ai citées au début, M. Fleury. Oui, je suis d'accord. J'ai parlé de 19%. Mais pour les pays francophones et 47% pour les pays anglophones, sans inclure l'Afrique du Sud. C'est un travail qui est en train d'être fait. Il y a toujours un premier, et peut-être un premier ex-aequo, et un deuxième, un troisième. Qu'est-ce qui vous dit? Et là, moi, je suis vraiment dans ma peau de coach, parce que je ne voudrais pas que l'on soit en train de clouer mon Congo. Mon Congo. Non, mais rassurez-vous. Parce qu'il est francophone. Non, mais je suis plutôt en train de dire qu'avec le fait que nous soyons francophones, on peut tirer de bonnes leçons des autres.
qui parlent certainement anglais, qui parlent d'autres langues, aujourd'hui nous avons la Chine ne parle pas français, mais la Chine, peu importe ce que le système mondial est en train de faire, la Chine est en tête. Mais la Chine ne parle pas français. La Chine ne parle pas anglais plutôt. La Chine est en train de mixer. Elle parle chinois, principalement. Oui, mixer. Mais quand vous allez, je ne sais pas si aujourd'hui on peut comparer la Chine aux États-Unis. Bien sûr. Pour vous journalistes, vous savez bien. Ouais. En plus, Donc la langue, l'anglais n'est vraiment pas le bouton sur lequel il faut appuyer pour expulser. Moi, je ne pense pas que ce soit cela. Mais l'anglais a un avantage sur le plan commercial et sur le plan diplomatique. Oui. Sur la science aujourd'hui, comme vous voyez, les scientifiques. Ce n'est pas sur l'anglais qu'il faut jurer. Ça, vraiment, il ne faut pas jurer sur l'anglais. C'est Lewis. Oui. Vous souhaitez ajouter quelque chose sur la question? Sur ce qu'il est en train de dire. Bon. Et je vais un peu dans le même sens que lui. Hein. Moi, je ne crois pas que un swap de système, partir du francophone vers l'anglophone, changerait beaucoup de choses pour les pays francophones. Non. Le Rwanda, certainement, fait ses preuves. On souhaite bonne chance et on s'inspire de ce qui est fait de bon du côté du Rwanda. Mais si au Rwanda, ça s'est fait facilement, ce n'est pas le cas pour certains pays francophones. Parce que déjà qu'on n'a pas la même histoire sur ce point-là. Je veux rappeler ici que le Rwanda, le Burundi, la RDC étaient des anciennes colonies belges. Et nous sommes en fait des anciennes colonies françaises, comme le Nigeria, le Kenya, le Ghana ont été des anciennes colonies anglaises. Tout à fait. On n'a pas eu en fait le même héritage colonial. Si vous voyez bien, tous ces pays-là, même l'Afrique du Sud, qu'on vante aujourd'hui la plus industrielle de l'Afrique, a eu un héritage colonial plus basé sur l'agriculture. Le Kenya, ça, c'est quelque chose de oui, c'est très... Parce qu'en fait, aujourd'hui, quand on veut lancer l'industrie, si vous avez un socle agricole bien assis, vous avez plus de chances de réussir votre industrie. Justement, si vous voyez que des pays francophones comme la Côte d'Ivoire essaient de sortir la tête de l'eau, c'est parce que la Côte d'Ivoire a hérité, ça il faut le dire, c'est un héritage colonial. Oui, le cacao qui est là. Hérité du café et du cacao, d'abord, planté par le colon. Et ensuite, avec le président Félix Houphouët-Boigny, il a très tôt pensé que les chutes du prix du café et du cacao pouvaient mettre à mal son économie. Donc très rapidement, il a pensé à diversifier son économie. Et je pense qu'il a commencé à le faire depuis les années 1963 jusqu'à peu près à 83. Voilà. Et aujourd'hui, j'ai fait quand même beaucoup de pays francophones, dont la Côte d'Ivoire. Et je peux vous dire que la Côte d'Ivoire, peut-être, c'est le seul pays francophone qui essaie... Pas le Sénégal. Moi, je pense. C'est mon avis. Hein. Elle peut être contestée. Je n'ai pas peur qu'on la conteste. Je pense aujourd'hui qu'en termes d'économie, en termes d'infrastructure, la Côte d'Ivoire est largement en avance par rapport au Sénégal. C'est ça la vérité. C'est ça la vérité. Oui, on prendra. Voilà. Donc il faut, c'est ce que j'ai dit, il faut regarder la chose sur l'histoire. Oui. Voilà. Et il ne faut pas se focaliser juste sur l'aspect linguistique. C'est vrai que la langue anglaise peut nous donner beaucoup d'avantages, notamment en termes d'échanges commerciaux, en termes de diplomatie, effectivement. Je prends un exemple. Si vous remarquez qu'en Afrique, la plupart des Africains qui prennent les positions dans les organismes internationaux, soit c'est des Africains qui sortent des pays anglophones, soit c'est des francophones qui ont étudié dans les universités anglophones, ou soit c'est des gens qui ont pris certaines positions comme des ministères dans leur pays. Vous ne niez pas l'importance de l'anglais. Non, on le nie pas, honnêtement. Mais je me dis, et je le répète, je ne pense pas que la langue soit le seul élément qui déclenche le développement de ces pays dits
anglophones par rapport aux pays francophones? Je vais très rapidement. Il a souligné un élément qui me plaît très bien, mais plutôt, il y a quelque chose qui me traverse aussi. Vous voyez, il suffit de circuler à Pointe-Noire ou dans nos rues, et ça m'est arrivé il n'y a pas longtemps. Je voyais quelqu'un manger ses beignets, par exemple, et quand il a fini, il prend l'emballage et il jette au milieu de la chaussée. Vous lui dites, mais monsieur, qu'est-ce que vous faites? La réponse, c'est laquelle? Vous la connaissez. Est-ce que c'est vous qui allez changer ce pays? Qu'est-ce que cet élément a à voir avec la langue? Là encore, là, il est question de vous modalité. Ne vous exprimez pas en français. C'est en langue vernaculaire. Oui, vous lui dites en Kitouba, il dit, mais mon frère, ce n'est pas normal ce que vous faites. En Kitouba, en langue, voilà. Mais il vous dit, ce n'est pas vous qui allez changer ce pays. Voilà. Qu'est-ce que ça a à voir avec l'anglais? Qu'est-ce que ça a à voir avec le français? D'où je reviens et je suis ravi que nous sommes en train de sympathiser et puis nous sommes en train de nous comprendre. C'est plutôt une causerie. Bien entendu. Bon, pourtant, on aurait pensé qu'on a eu même à échanger bien avant, alors que c'est à peine qu'on vient de se rendre compte. Bon, bref, ce qu'il faut à tous ceux qui sont à notre écoute, bon, je me dis que il faut retenir que l'anglais fait ses preuves. Ça, on ne le nie pas. Pour ne pas froisser certaines personnes qui pensent que non, l'anglais a sa place. Ça, c'est connu. Ça devient un passeport aujourd'hui. Oui, l'anglais a sa... passeport encore que... lui qui voyage beaucoup, bon, il peut nous dire si oui ou non. Excusez-moi de vous arrêter un peu. C'est pas vraiment passeport en tant que tel, mais il y a certaines choses aujourd'hui qu'on ne peut plus faire si on n'a pas le minimum de connaissances en anglais. D'accord. Je prends l'exemple en fait de certains pays, comme la France. Aujourd'hui, pour vous délivrer un diplôme d'ingénieur français, il faut valider un diplôme de langue anglaise. D'accord. Donc le TOEIC, le TOEFL, ainsi de suite, tous les tests de langue. Voilà. Pourtant, c'est une école ingénieure française, mais qui exige absolument une validation d'une capacité linguistique anglaise, parce qu'elle sait que en tant qu'ingénieur, vous serez quelquefois soumis à travailler à l'international. Et la langue internationale, heureux ou malheureusement, c'est voilà. Oui, donc je vais chuter pour dire que le piège, c'est lequel? Ce qu'il faut éviter, c'est de s'aimer une sorte de... en développement personnel, nous l'appelons une sorte d'engramme. L'engramme, c'est quoi? C'est des enregistrements qui impactent l'inconscient ou le subconscient. C'est-à-dire quand vous avez dit à quelqu'un que l'anglais, les pays anglophones sont ce qu'ils sont aujourd'hui grâce à l'anglais, et quand cette information va s'asseoir au niveau de l'inconscient, ça va produire ce que ça produit aujourd'hui. C'est quoi? C'est l'envie d'apprendre l'anglais. Aussi longtemps que nous ne parlerons pas anglais, nous ne ferons aucun effort. C'est ce que ça veut dire. Et ça, ces engrammes-là, ça traîne dans pratiquement la quasi-totalité de nos compatriotes. C'est pour cette raison que lorsqu'on veut dire, le pays, là, il faut qu'on le vende. Mais pourquoi doit-on vendre le pays? Pourquoi? Parce que ces engrammes-là, en fait, ces réactions proviennent de ces engrammes-là, parce qu'on a accumulé un certain nombre d'informations comme quoi, bon, les autres, ils parlent anglais, mais nous, aussi longtemps qu'on sera avec le français, rien ne marchera. Et c'est ça que je voudrais qu'on pique un peu, qu'on essaie de gratter, afin que nous ayons... Justement, je m'interroge et je continue à m'interroger. Faut-il finalement que l'Afrique crée son propre système? La langue, oui. Oui. Bon, déjà, en fait,
si on repart à l'histoire, comme je l'ai dit au début, peut-être que... C'est toujours bien de repartir à l'histoire pour mieux comprendre les choses. Parler la langue tout fort. Voilà. Alors, l'unité linguistique de l'Afrique pourrait être un avantage aussi. Déjà, j'ai cité un exemple frappant. J'ai été au Bénin. Je suis allé à la frontière du Bénin et du Nigeria. Effectivement, même ces peuples-là avaient du mal à communiquer. Alors que quand vous êtes à la frontière, vous voyez bien alors qu'ils sont très proches. Oui, comment les Nigérians viennent vendre du bétail au Bénin. À l'époque aussi, les trafics de carburant, même si aujourd'hui, le Bénin et le Nigeria sont un peu en petits soucis diplomatiques pour toutes ces questions-là. Mais tu remarquais que les deux peuples avaient du mal à communiquer. Il faut chercher quelqu'un qui va faire effet interprète parce que le béninois n'est pas trop à l'aise en anglais et le Nigérian n'est pas trop à l'aise aussi avec le français. Donc ça devient difficile. Il faut trouver ceux qui sont là, qui font tout le temps des va-et-vient entre les deux bords de frontière, qui peuvent dire, bon, cette vache-là, le prix qu'il dit là, ça veut dire ça. Et il peut accepter de baisser le prix jusqu'à telle valeur et ainsi de suite. Donc, si aujourd'hui on arrive à développer une langue qui serait commune à tous les pays africains, je pense que ça va être un avantage parce que toutes ces petites barrières-là, que moi je parle français, je ne peux pas parler espagnol, je ne peux pas parler portugais ou italien ou encore anglais parce que c'est des langues qui sont venues après. Ça va disparaître automatiquement et ça peut être un avantage pour les échanges commerciaux entre les pays africains. Et ça, c'est quelque chose de bien que vous soulignez là. Mais seulement, j'ai eu à lire un livre justement écrit par un panafricaniste qui disait également la même chose. Il faut une langue universelle pour tous les Africains. Mais seulement depuis qu'on a commencé à parler de ça, jusqu'aujourd'hui, c'est aussi peut-être ça aussi notre problème en Afrique. Les initiatives, on a du mal à les prendre. On parle, mais on n'applique pas. Et effectivement, en fait, la question a été abordée, je pense, pour la première fois par les grands penseurs comme les Marcus Garvey, qui ont pensé l'unité linguistique, et bien développé par les penseurs comme le professeur Cheikh Anta Diop ou le professeur Théophile Obenga, qui ont bien développé la question. Et je pense encore aux entretiens qu'on a eus avec le professeur Théophile Obenga sur la question. Et pour eux, ils pensent que la langue africaine qui serait au niveau d'être élevée en langue internationale ou intercontinentale, ce serait le Swahili. Et la raison évoquée, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, le Swahili, c'est la langue qui est la plus parlée en Afrique. Bon, pas seulement en Afrique. D'abord, on parle d'abord des questions africaines. C'est la langue la plus parlée en Afrique. Aujourd'hui, le Swahili est parlé dans peut-être 10 pays africains. Donc, facilement, si on développe le Swahili, ça peut déjà aller. Hors de l'Afrique, déjà, juste à côté, on la parle. En RDC, au Rwanda, au Burundi, en Tanzanie aussi, et même en Afrique du Sud, le Kenya, on parle bien le Swahili. Mais sortant des limites africaines, aux États-Unis, il y a des universités qui enseignent le Swahili. Pour l'information. Donc, développer une langue intercontinentale, c'est possible, mais il faut de la volonté politique. Et je pense qu'en suivant les conseils de ces penseurs, la langue qui ferait affaire, ce serait bel et bien le Swahili. Mais il faut bien que ça commence par quelqu'un. Il faut bien, M. Gilles Fleury, il faut bien que quelqu'un... C'est pas une seule personne, je pense, qui va décider de dire, bon, on passe à ça. C'est une décision qui doit partir, à mon sens, au niveau de l'Union africaine. Et à l'Union africaine, il y a déjà des comités qui travaillent sur le développement de ces langues. Je pense à un Malien, je ne sais pas s'il est encore en fonction, le professeur Adama Samasekou, qui était même ministre, je pense, de l'Éducation nationale au Mali à l'époque. Au Mali. Qui travaille sur ces questions linguistiques-là. D'accord. Quelque chose à ajouter, M. Fleury?
Alors, sur une langue qui serait à la portée commune de tous les Africains. Tous les Africains, je veux bien. Mais, je veux bien. mais oui, vous savez. Vous savez qu'il y aurait un. Il est pessimiste oui. ou bien... Non, je ne suis pas pessimiste. Je suis optimiste. Oui. Seulement. Vous aimez tellement bien votre français. Ils se sont à l'aise en français peut-être. Mais je vous ai dit que je ne l'ai pas rêvé. Je ne l'ai pas rêvé. Il n'a pas choisi. C'est la langue en fait qui est venue à lui. Je suis sorti le premier jour que j'ai vu le soleil. C'est la langue que mes oreilles ont certainement entendu. Peut-être parce que la sage-femme aurait dit bienvenue. Bon, voilà, on ne sait pas. Mais le mais, c'est pourquoi. C'est parce que vous parlez de la volonté politique. Ouais. Et M. Lewis a soulevé sur le plan historique les penseurs qui avaient déjà quelques travaux de disponibles. Oui. Je veux bien que nous exploitions cela, tout le temps les travaux de nos prédécesseurs, que ce que les hommes politiques peuvent faire. Au-delà de tout ça, c'est là où j'ai dit mon mais. Le mais, c'est que l'Afrique est trop riche en langue maternelle. Ouais. Chaque coin, quand vous allez dans chaque coin, dans chaque recoin, vous pouvez vous retrouver avec beaucoup de langues. Beaucoup, en tout cas. Beaucoup. Alors, c'est pas des langues qui manquent en Afrique. Ce qui fait que cet objectif se heurte à une sorte, ce que j'appellerais de l'ego. Parce que chacun voudrait faire du protectionnisme de sa langue maternelle. On va dire oui le Swahili, mais l'autre va dire non le Bambara. L'autre va dire le Nzebi, le Wolof. Donc ce qui fait que ça se heurte tout le temps. Même ce que nos prédécesseurs ont voulu faire, ça s'est heurté à ce protectionnisme-là. Mais nous, on a la chance quand même au Congo d'avoir deux langues nationales. Oui, deux langues nationales. Contrairement à certains pays qui n'ont aucune langue nationale. Oui, mais ne vous en faites pas. Je parle du Cameroun aussi. Oui, ne vous en faites pas. Ne vous en faites pas. Nous avons le Kikongo et le Lingala, c'est vrai, mais qui se heurtent tout le temps au Lari. C'est un vrai problème, celui qui souligne là. On Lari, va choisir le Swahili et le Bambara, le Wolof. Vous allez emprunter un taxi, et ça c'est beaucoup plus à Brazzaville. À Brazzaville. Et le chauffeur qui vous conduit, il s'en fout de quelle langue vous parlez. Il vous parle en Lari. Hein. Pourquoi? Parce qu'il voudrait que vous découvriez tout de suite qu'il est Lari. Ils sont fous, même si vous êtes, je ne sais, Vili ou qui, ils sont fous de vous. Vous êtes à bord d'un bus, ils sont fous de vous. Pourquoi? Parce qu'on veut faire du protectionnisme. Et c'est à ça que le projet se heurte tout le temps. Et je pense qu'il faut, je reviens il faut finalement qu'on s'entende, comme pour dire qu'il n'est pas question de tuer des autres langues, mais simplement de faciliter la communication entre Africains. Et ça commence par la tête. Et ça, c'est mon idole, hein, la tête. Ouais. Ça commence par la tête. Si on peut parler d'une même voix, dire que, écoutez, nous avons besoin d'une langue commune qui pourra nous faciliter l'échange et abat nos autres langues au détriment de... Bon, pas abat. Non, on va pas dire... Mettons de côté nos égos. Voilà, mettons de côté nos égos. D'accord, entre guillemets. On n'oublie pas les autres langues. Les autres langues restent là, mais on privilégie, sinon on priorise une langue il m'est qui va nous arrivé permettre une fois, tous de nous communiquer. Une fois, j'étais au marché en plein Bakongo, donc au marché, ce n'est plus Total. Bon, avant. Ça s'appelait Total. Hein. Oui, avant, oui, quand nous fûmes étudiants. Et je devais acheter quelque chose, je crois un vêtement, mais la dame en face de moi me parlait en Lari. Et tout de suite, je me suis mis à répliquer j'ai utilisé donc ma langue maternelle. Oui. Et elle s'est posée, vous dites quoi alors? Il dit oui, mais c'est vous qui avez commencé. Moi, j'ai peut-être pas compris ce que vous avez dit. Et le seul moyen de stopper cette cacophonie, c'était de vous répliquer en ma langue maternelle. Et tout de suite, elle a compris qu'elle avait mal agi.
Donc, c'est vraiment à ça. Si on veut bien avoir une langue qui pourra nous permettre la communication pure et simple, alors il faudra commencer par conscientiser. On aime bien parler d'un déménagement. Déménagement. Ça doit commencer par la tête. Par la tête. Toujours par la tête. Même si vous parlez Bembe, si le Swahili s'impose, c'est pour tout le monde. C'est pour tout le monde. Ne dites pas que le Swahili est plus que le Bembe. Non, mais c'est pour faciliter la communication de façon générale. Alors, finalement, on parle des systèmes, que ce soit francophone ou anglophone, mais vous savez avec moi qu'ici, le problème, ici, dans le fond, le problème que nous traitons ici, c'est celui du développement du continent africain. Et en parlant toujours du développement, quelle est, selon vous, M. Lewis, la solution, la vraie solution pour le développement de notre continent? Bon, le développement, c'est pas un concept simple. Hein. C'est assez compliqué, j'en suis conscient. C'est compliqué. Et puis, ça se fait pas comme une génération spontanée où on se dit, bon, on développe ou on se développe. Ça doit commencer par quoi finalement? En fait, c'est tout un processus. Voilà pourquoi, je pense, une fois ici, j'avais dit une fois, bon, permettez-moi de ne pas croire au slogan lancé quasiment par tous les pays africains au même moment qui ciblait 2025 pour l'émergence. Je ne croyais pas ça, honnêtement, parce que je savais déjà que tous les pays n'avaient pas les mêmes réalités économiques et tous les pays ne percevaient pas le développement d'un même niveau. Vous ne pouvez pas me dire que la Côte d'Ivoire, qui est légèrement plus avancée que le Gabon, et que les deux pays puissent atteindre l'émergence au même moment. Et à la même date, comme de façon miraculeuse comme ça. Non, c'est pas possible. Donc, s'il faut se développer, effectivement, on y arrivera. Mais ça commencera par une volonté politique d'abord et un problème de prise de conscience générale. Comme M. Tipangoï, le coach, vient de dire que tout doit commencer par la tête. Nos mentalités doivent changer. On doit adopter des comportements ou des mentalités des gens qui veulent progresser, des gens qui veulent aller de l'avant. Une fois qu'on a adopté ces mentalités-là, notre conception de notre société doit changer. Quand je dis changer, c'est-à-dire qu'on va penser même à améliorer notre système éducatif. On va penser à améliorer nos rapports interpersonnels. On va penser à améliorer nos rapports avec la cité. Donc je parle du cas par exemple du mec qui a bouffé ses beignets et puis l'emballage il froisse, il jette au goudron, croyant que ce n'est pas la personne qui l'interpelle qui va changer le pays. Donc il y a beaucoup de choses. Et après, il y a aussi un volet économique sur lequel il faut travailler. On a cité le cas du Rwanda, c'est très bien. On voit bien que le Rwanda avance. On voit que le Nigeria avance, c'est aussi bien. Mais très honnêtement, moi, je ne crois pas qu'un pays africain pourra se développer de façon singulière où tout seul, il émerge comme s'attaque et les autres à côté sont là dans la merde. Il faut faire quoi finalement? Il faut que les gens s'associent. Je prends un exemple. En fait, le développement, c'est quelque chose qu'on peut tester d'abord à l'échelle micro. C'est-à-dire que vous, monsieur Franchamat, vous vous développez individuellement, vous avez un peu des moyens, mais vous habitez autour de vous, tous les voisins sont démunis. Tous les jours, on viendra vous poser des problèmes. Ah ben, on a faim, est-ce que tu peux t'occuper de nous? Le premier jour, peut-être par compassion, vous allez donner. Le deuxième jour, mais ça commence à m'emmerder. Et le troisième jour, quand vous allez dire non, c'est plutôt les voisins là qui sont dans le besoin, qui viendront en fait vous visiter la nuit pendant que vous allez dormir. Ça se passe comme ça. Ça, c'est clair. Oui. Donc, même à l'échelle macro, à l'échelle nationale, c'est la même chose aussi. Vous ne pouvez pas vous développer, vous tout seul. Donc, vous imaginez un petit Rwanda de près de 20 000 km² se développer tout seul, émerger dans son coin, tranquille, dans son micro-état. Et à côté, il y a un gigantesque
pays à l'image micro-continentale, comme la RDC, qui est dans la galère, et va laisser le Rwanda se développer tranquille. À côté, il y a l'Ouganda qui est là, qui va le laisser tranquille. Il y a la Tanzanie qui est là, qui le sera tranquille. Il y a le Burundi à côté qui, peut-être plus petit que lui, ou quasiment de la même taille, va le laisser tranquille se développer. Vous voyez ça, en fait. C'est pour ça que moi, je dis, tous ces pays africains... Et d'ailleurs, on peut voir ce qui se passe aujourd'hui avec l'Europe, avec cette histoire de l'affaire des migrants, voilà, qui quittent l'Afrique pour aller là-bas, sous prétexte que c'est là où les choses vont bien. L'herbe est toujours plus verte chez le voisin. Les migrations se font même entre pays européens. C'est parce qu'en fait, les migrations qu'on communique plus sont les migrations entre l'Afrique et l'Europe. Sinon, du côté espagnol, depuis tous les italien, temps, les Italiens migrent vers la France, les Polonais vont en Allemagne, bon, les Turcs, même s'ils veulent rentrer dans l'Union européenne aussi, ils descendent vers l'Allemagne. Bref, les migrations, ça a toujours existé. Seulement, il y a des migrations qu'on ne communique pas, et il y a d'autres qu'on prend peut-être plaisir de communiquer pour montrer une certaine image. Bref, on n'est pas là, on revient sur ce que nous débattons ensemble. Donc je disais, comme tous ces pays africains ont la même histoire, vivent quasiment les mêmes réalités, je pense. Parlant précédemment de la langue, de l'unité linguistique, la solution serait peut-être de réfléchir comment appliquer l'aspect de la fédération comme l'ont proposé les penseurs comme Nkrumah, les penseurs comme Diop, les penseurs comme Garvey, qui ont pensé que la solution peut-être serait en formant un État fédéral d'Afrique. Ça peut être une solution. C'est-à-dire qu'il s'agirait de réunir tous les pays d'Afrique. Tous les pays pour africains ne former qu'un. Les gouverner par fédération. Voilà. Vous êtes d'accord avec ça? Bon. C'est-à-dire que moi, la RDC, qui a beaucoup de richesses, hein, les richesses qui vont servir... Dire, hein, les richesses du sous-sol, c'est pas ça la richesse. Hein. Sinon les Européens ne viendraient pas ici. Sinon les Américains ne viendraient pas ici. Ils viennent pour ces richesses-là, justement. Je vais appuyer le coach en disant, si les autres viennent s'enrichir sur nos terres, c'est parce que nous, on n'a pas assez d'intelligence pour savoir comment nous enrichir sur nos propres terres. Sur nos propres terres. C'est un problème d'intelligence, c'est pas un problème parce que vous contenez... Nos richesses ne sont pas négligées. C'est-à-dire, et justement, moi, je suis la RDC avec beaucoup de richesses. Je vais accepter qu'un pays, bon, pas pauvre, qu'un pays comme le Rwanda, qui n'a pas assez de richesses comme moi, vienne profiter de ces richesses-là parce qu'on forme finalement un seul État. Que le gouvernement central ira puiser les richesses en RDC là-bas pour développer aussi le Rwanda, pour développer aussi le Bénin. Moi qui suis de cette zone-là, comment je vais considérer ça? Regardez ce qui se passe. Avant que je n'accorde je vous laisse poser la question à monsieur Tipangoyi. Oui. Regardez ce qui se passe aux États-Unis. Regardez ce qui se passe en Chine. Regardez ce qui se passe au Royaume-Uni, et regardez même ce qui se passe au Brésil. Revenons sur les États-Unis, où vraiment on voit bien comment la fédération marche. Les États-Unis aujourd'hui comptent combien d'États? Si vous comptez le nombre d'États des États-Unis, c'est quasiment le même nombre d'États que tous les pays africains réunis. C'est vrai que l'Afrique est légèrement un peu plus, on est à 54 États maintenant avec le Soudan qu'on a. Le Soudan et le Sud-Soudan. Mais le nombre est quasiment le même entre tous les pays africains réunis et les micro-États des États-Unis. Vous voyez? Mais ça tourne comment? Vous êtes sûr que la Californie possède le même nombre de richesses ou le même pouvoir financier que peut-être, je parle de quel État? Texas. Ou Texas. Texas. Non, ou New York, vous voyez en fait tout le problème. Mais peut-être que du côté de Texas, on va se dire, nous on a le pétrole ici. Côté Californie, nous on a peut-être l'économie. Côté New York, nous on a peut-être les affaires. Mais tout travaille pour que le bénéfice soit pour tous les Américains. Pour tout le monde. Que tu sois Américain du Nord, du Sud ou du centre des États-Unis. C'est la même chose. C'est-à-dire qu'il faut se servir des richesses de chaque coin. Oui.
Et on pour donne développer tout le pays. L'égalité à tous les Américains. Que tu sois de la Floride ou du Kentucky, tu as les mêmes chances que tous les Américains. Que tu sois de l'Alabama ou je sais pas de New York, tu as les mêmes chances parce que tu es américain, avant tout. C'est Monsieur ça Tibaboui, qui serait peut-être bien. Ça vous arrange également? Bon, mais écoutez, pour une fois, j'ai en présence un philosophe, un chercheur en histoire et en philosophie, qui, souvenez-vous, la fois dernière, quand je suis passé ici, j'avais en face de moi un écrivain philosophe, mais on avait du mal à se comprendre, à s'entendre. Mais pour une fois, au moins, nous avons quelqu'un, bon, peut-être les rares philosophes qui réfléchissent un peu de façon rationnelle. Ah oui. Ah bon, oui. Parce que la philosophie n'est pas une pensée rationnelle. Ah, vous savez, la philosophie a trop de cacophonie. Bon, je ne veux pas. Dans la dialectique. J'ai beaucoup d'amis. Okay. J'ai beaucoup d'amis philosophes. qui ne sont pas philosophes. On ne voulait pas les toucher. Mais le côté rationnel, le côté logique, le côté réfléchi, bon, et parfois, à un certain moment, il est absent. Bref. Je pense que là, comme il a dit... Là, si Pythagore, si Socrate, si même Théophile Obenga à côté t'écoute dire ça, il va dire, mais qu'est-ce qu'il raconte? Non, mais j'ai le La droit, philosophie. J'ai le droit de le dire. C'est ce que je constate. D'accord. Vous étiez témoin ici même. Oui, effectivement. Bon, bref, il avait raison de défendre ses penchants politiques associés à la philosophie. Et parfois, ça coince. Bref, là n'est pas le problème, mais j'apprécie bien la façon dont il raisonne. Vous avez posé la question de savoir est-ce qu'il y aurait une solution à proposer pour un développement éventuel. Oui. Je vais dire oui. C'est la question que vous lui avez posée. Oui. Je veux dire qu'il y a une solution. Il y a une solution, ok. Seulement, j'aime bien, seulement, il faut que nous revenions à la case départ. Oui. C'est laquelle? C'est redéfinir ce que nous savons ou ce que nous entendons du concept développement. Bien. Parce que si nous pensons que le développement, c'est je ne sais comment, ce que on l'a présenté, alors aussi longtemps que nous ne verrons pas les indices qu'on nous a présentés, parce que pour commencer, c'est lui qui a dit que nous ne sommes pas pays développés, a certainement des critères. Des critères. Il faut partir des critères. Le jour où ils ont établi ces critères-là, nous n'étions pas là. L'Afrique n'était même pas représentée. Donc, lorsqu'on dit pays développé, ben, ils ont établi des critères qui sont, bien entendu, à leur convenance. Et donc, qui nous défavorisent. Et à chaque fois qu'on dira pays développé, nous nous écartons tout de suite de nous-mêmes parce que les critères-là ne nous correspondent pas. Les critères, c'est peut-être aussi sur le plan médicinal, c'est peut-être aussi en termes de science. Alors là, de science. S'il vous plaît, moi je suis en face d'un historien, philosophe, sur le plan médicinal. J'ai passé toute mon enfance auprès de mes grands-parents. C'est pas ça que vous allez me dire. Parce que sur le plan médicinal, j'en sais quelque chose. Je sais, j'ai souvent dit à... Parlons donc de la science de façon générale. J'ai souvent dit à certaines personnes qui me sont plus proches, je dis, même si je suis à bord d'un avion, dans les airs, et que par miracle, par surprise, par inadvertance, qu'il y ait un serpent à bord de cet avion qui puisse mordre quelqu'un, je saurais quoi faire pour annuler les effets du venin dans l'organisme humain. Parce que mon grand-père me disait, quand tu vas à la chasse, tu es seul dans la forêt. Et si il est arrivé qu'un serpent te fasse du mal, voilà ce qu'il faut faire. Il n'a pas mis dans ma poche un comprimé. Un comprimé. Donc sur le plan médicinal, ne nous dites pas que c'est ça le thermomètre du développement. Non. Prenons la science.
de façon générale. Quelle science. Dans l'histoire, on a fait presque ce qu'on voit aujourd'hui. Hein. Quelle science. Non, je vous vois venir, l'Égypte. Alors, l'Égypte, je vais voir venir. Donc voilà pour donc c'est pour dire que les critères du développement, là encore, sont des critères discutables. Oui. Et il faut enlever cela dans la tête de nos compatriotes, de nos frères africains. Ce complexe nous tue. Ce qui fait que lorsque on regarde, on voit New York à la télé, et qu'on jette un coup d'œil sur Brazzaville, putain. Monsieur Tshipangoyi, vous êtes en train de parler à la télé. Oui. Vous parlez de la télé. Bien sûr. Et s'il faut parler de développement, oui. J'ai parlé des infrastructures, par exemple. C'est un exemple que j'ai pris. J'ai parlé de la science. Oui. De tout ce que... Prenez New York. Prenez ne fût-ce que New York. Oui. Vous prenez New York, vous le comparez à n'importe quel pays, quelle ville africaine. Vous prenez les réalités de là-bas. Et celles d'ici en Afrique, vous pensez que, quels que soient les critères, l'Afrique pourrait être plus développée que New York. Mon frère, je ne parle pas de la comparaison entre l'Afrique, le développement africain sur le plan africain et sur le plan occidental ou bien américain. Je parle de la réalité par rapport aux critères qui nous conduisent à accepter gratuitement qu'ils sont, eux, développés et nous sommes, entre-temps, on disait qu'on était en voie. En voie. On n'est plus des pays du tiers-monde, en tout cas. Voilà. Oui. Tout ça, c'est pour nous, c'est simplement pour nous égayer. Pour nous égayer, on dit pauvre, sous, en voie et aujourd'hui en développement. C'est quoi? Ils nous embrouillent, en fait. Et bien entendu. Parce qu'ils savent bien sûr qu'ils ont sémé en nous une gangrène. C'est-à-dire qu'ils ont établi les critères eux-mêmes. Et ils sont sûrs que ces critères-là, on ne répond pas à un seul. Ce qui fera que, là je vais adhérir, ma proposition, c'est le développement de l'Afrique ne dépend pas des critères établis hors de l'Afrique. Si nous allons dans un restaurant et que je demande une omelette, qu'on me serve une omelette, on dira accompagnement, je vais dire manioc. Vous allez vous moquer de moi. Omelette avec manioc, j'ai dit oui. J'ai dit à quelqu'un dernièrement, j'ai dit oui, je mange du saucisson avec du manioc. Où est le problème? Où est le péché? Parce que c'est le porc, pourtant. Vous voyez, tout de suite, qui ne mange pas le ngoulou avec du manioc? Et parce qu'on appelle saucisson maintenant, que je ne peux plus en manger avec du manioc. Et quand j'en mange, je dis, bon, je ne suis pas développé. C'est ça? Non. On ne va pas développer l'Afrique. L'Afrique est déjà développée. Il faut changer, il faut développer la mentalité pour qu'on se rende compte que nous sommes développés. C'est peut-être la mentalité africaine qui est sous-développée. Bien entendu. En fait, il y a un nuage qui ne nous fait pas voir le développement dans lequel nous sommes. Malheureusement, j'aurais bien aimé qu'on y reste un peu plus longtemps parce que les choses que vous dites sont très intéressantes. Monsieur Lewis, rapidement, si vous pouvez ajouter quelque chose sur ce qu'il a dit. Après, on va clore parce que la régie me fait savoir que l'heure, qu'il est temps. Pourtant, on a passé 1 heure, mais on a l'impression qu'on a passé à peine 30 minutes. Ça va vite, oui. Non, mais c'est normal, en fait, qu'on ne s'aperçoive pas de comment le temps coule. Voilà, l'échange est tellement intéressant. Les choses développées étaient intéressantes. Et du coup, on a du mal à nous séparer. C'est très intéressant. Franchement, j'ai beaucoup appris. Merci, monsieur Tshipangoyi, d'appuyer encore la pédale sur le développement. Qui est, pareil pour les Congolais, les Africains qui nous suivent. Voilà, pareil, en fait, qui est d'abord mental. J'avoue qu'aujourd'hui, si on veut se développer effectivement, ou si on veut comprendre, pour emprunter les mots de M. Tshipangoyi, si on veut comprendre qu'on est déjà dans le développement africain, il faut effectivement qu'on change notre façon de percevoir la chose. Il faut en fait qu'on essaie de développer des attitudes qui ne prendraient pas en compte ce que les autres pensent de nous. Très bien. Voilà. Très bien. On est un peuple,
on a eu une histoire et on a intérêt en fait à valoriser notre histoire, à prendre aussi les bons côtés de notre histoire pour les mettre en avant. Voilà. Et on doit reconnaître qu'effectivement, il faut qu'on atteigne une liberté de penser, la liberté de voir les choses par nous-mêmes et la liberté de décider de notre destin. Exactement. Voilà. Merci beaucoup. Le temps nous coince. Malheureusement, c'est ici que nous allons mettre un terme à cette émission. Déjà, malheureusement, je rappelle que j'ai reçu ici, sur ce plateau, comme peut-être pas à l'accoutumée, mais il est passé à plusieurs reprises, M. Lewis Bongo Ngakomo. Je rappelle qu'il est ingénieur civil des mines, chercheur en histoire et en philosophie. Merci, monsieur, d'être africaine, pardon. Très bien. Pourtant, je l'ai signifié de long terme, hein. Voilà, en philosophie africaine. C'est la philosophie et Africaine, ça c'est qui clair. m'intéresse d'abord. Voilà, d'abord. Et après, j'irai voir la philosophie des autres. Comme un bon Africain. Ouais, bien sûr. En tout cas, merci d'être passé sur ce plateau. Merci. En tout cas, ici, c'est ta maison et ce sera toujours ta maison et Je tu le seras sais. toujours le Je bienvenu. le sais, merci Ça, beaucoup. c'est clair. Et puis un autre, il n'est pas à sa première venue ici, sur ce plateau, c'est monsieur Jude Fleury Tsipangoyi. Lui, il est juriste, coach en développement intégral. Intégral, j'ai dit. Il est également entrepreneur. Il sait pourquoi il rit, il sait. En tout cas, merci d'être passé. C'est moi. C'était vraiment un honneur de vous recevoir aujourd'hui. D'autant plus que nous avons bénéficié de quelque chose et les Africains également. Et en ce qui concerne M. Lewis, vous en bénéficierez toujours. Mesdames, Messieurs, c'est déjà la fin. Malheureusement, c'est un plateau qui privilégie l'échange, la causerie, parce que de là sort le miel. Le miel qui nous permet donc de pousser le pion, on va dire, un peu plus en avant pour que finalement ce qu'on appelle développement, pour que finalement ce qu'on appelle évolution soit concrètement cette évolution-là. Vous savez qu'en Afrique, moi je ne vous apprends rien, pour traiter des problèmes des fois les plus compliqués, on se réunissait tous sous un arbre ou peut-être voilà ce qu'on appelait Mbongi, et pour traiter les problèmes qui sont les nôtres. Et ce n'est pas différent. Ce que nous faisons ici, sur ce plateau, n'est pas différent de ce qu'on faisait hier. Quelqu'un a dit il n'y a rien de nouveau sous le soleil. On n'a fait que réfléchir et tirer de ce qu'on avait déjà vu dans les années antérieures, sinon dans les siècles antérieurs. Mesdames, Messieurs, merci de rester branchés sur la chaîne interactive. Si vous voulez suivre l'émission, vous pouvez aller sur notre page Facebook, mais également sur les autres plateformes. Au revoir.